Et la deuxième partie, de la répression qui s'installe, de ce truc de Gaïd Saleh. Salam alaikum Azoul, bonsoir. S'il était encore vivant, Mohamed Boudiaf, Rabbi Yarhamou, aurait fêté son centenaire le 23 juin passé. Et aujourd'hui, nous commémorons le 27e anniversaire de son assassinat, le 29 juin 1992. Les généraux putschistes avaient pris le pouvoir par la force 6 mois plus tôt, en janvier 1992. Ils pensaient pouvoir faire du chemin avec lui, avec Mohamed Boudiaf. Il s'était servi de ses amis et de proches de sa famille pour le convaincre de les rejoindre. Ils avaient réussi à lui faire croire qu'il n'avait agi que dans le seul intérêt du pays, pour sauver la République. Ils jubilaient, ils étaient contents de l'avoir persuadé. Ils avaient décroché le jackpot. Ils croyaient avoir déniché la plus belle façade qu'ils puissent s'imaginer. Un authentique révolutionnaire, pur parmi les purs, qui avait refusé de marcher dans les combines de l'armée des frontières en 1962. Et bien avant, qui avait refusé de marcher avec Boumediene, qui lui avait proposé, avant Ben Bella, d'être le président de Fassad. Il l'a payé très cher avant de s'exiler des décennies d'Iran. Il ne mouilla dans aucune magouille post-indépendance. Il jouissait d'une très grande estime au sein du peuple algérien, malgré le blackout intégral qui était fait autour de son nom par la presse aux ordres. Mohamed Boudiaf accepta donc d'être désigné par les putschistes pour présider aux destinées d'un pays qui venait d'être jeté dans une violence d'une très grande intensité. Il allait devenir la façade institutionnelle d'une mafia. Et quand il s'en rendit compte, quand il chercha à la démasquer et à la dénoncer à son peuple, son sort fut scellé à l'unanimité des membres de la junte. Il fut assassiné en direct à la télé pour que sa mort serve d'exemple aux plus timorés pour leur dire que quiconque oserait émettre la plus petite réserve subirait le même sort. Certains des commanditaires de son assassinat sont encore de ce monde. Ils rasent les murs de la vie, mais milliardaires en dollars. D'autres sont en rade à se faire oublier. Et le principal parmi eux est aujourd'hui en prison à Blida, dans la même prison qu'Abbassi Madani, Rabbi Yarhamou et Ali Ben Haj, curieusement. Oui, quand Mohamed Boudiaf comprit dans quel guêpier il s'était fourvoyé, en pensant servir son pays et son peuple, il fut la victime d'un contrat mafieux. لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف تقديم اليمين الدستوري، واستلمنا بعدها المهام الجديدة، ولا بد للدولة أن تكون وأن تبقى دولة القانون، وأن يسود فيها العدل والحق والمساواة بين الناس، وأن يرفع الظلم فيها عن الضعفاء. Il s'est créé des conditions en Algérie où s'enrichir, ça donnait à la corruption, au privilège, c'est devenu quelque chose de normal. Et l'exemple vient d'en haut. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, 600 ans, 700 ans, 800 ans, 900 ans, 1000 ans, 1001 ans, 1002 ans, 1003 ans, 1004 ans, 1005 ans, 1006 ans, 1007 ans, 1008 ans, 1009 ans, 1010 ans, 1011 ans, 1012 ans, 1013 ans, 1014 ans, 1015 ans, 1016 ans, 1017 ans, 1018 ans, 1019 ans, 1020 ans, 1021 ans, 1022 ans, 1023 ans, 1024 ans, 1025 ans, 1026 ans, 1027 ans, 1028 ans, 1029 ans, 1030 ans, 1031 ans, 1032 ans, 1033 ans, 1034 ans, 1035 ans, 1036 ans, 1037 ans, 1038 ans, 1039 ans, 1040 ans, 1041 ans,
لكن كان يعني كان ضعف ما جاش من الشعب، جات من القاده نتاعو، هذه معروفه. المسؤوليات يقعد فيها الى الابد، المسؤوليات هذه محدده في الوقت، نهار الانسان يكون صالح بسم الله، ما هو صالح يخلي طريق الناس الاخرين. احنا نشوفوا هذا الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي. Commémoration du 27e anniversaire du président Mohamed Boudiaf, c'est le sujet de notre première partie dans cette émission. Dans la deuxième émission, nous parlerons du Hirak. Le Hirak, la répression s'installe. Alors, avant de recevoir nos invités, nous venons de recevoir une information à l'instant. Le commandant Lakhdar Barga a été enlevé de chez lui. Et on apprend maintenant qu'il se trouverait dans un commissariat. Je rappelle qu'il y a quelques jours, il avait déclaré très sérieusement que le régime, le pouvoir, avait déjà un président sous le coude. Il savait qui allait devenir président de ce pays. Et ça vient de lui coûter d'être enlevé et d'être dans un commissariat. Nous suivons l'affaire de très près. C'est son ami Fodil Boumala qui vient de lancer l'alerte. Alors, avec nous, pour en parler, ici avec nous, Hassan Hirsch, analyste politique. Hassan, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci Jamal. Merci à vos invités et aux téléspectateurs. Merci. À côté de vous, Nazim Zaidi, cadre de l'UDS. Merci, Nazim. Merci à vous pour l'invitation. Merci. À ma droite, Ali Bouchelka, militant politique. Ali, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Jamal et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Merci. Alors, Adel Jabbar, citoyen algérien à la retraite au Canada, sera avec nous en Skype. Et maintenant, nous allons recevoir Hassan Mouali, que nous devons libérer. Il a beaucoup de choses à faire. Hassan Mouali, journaliste. Hassan, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Jamal. Salam alaikum. Un plaisir d'être avec vous. Merci. Alors, Hassan, au sujet de la commémoration de l'assassinat du président Boudiaf. Oui. Je vous laisse commenter, je ne vous pose pas de questions. Je vous entends très bien, Jamal. Hassan, je vous laisse commenter si vous avez quelque chose à dire avant que je vous pose quelques questions en particulier. Par rapport donc, à la commémoration du jour de l'assassinat de Boudiaf, je dirais simplement qu'en le 29 juin 1992, on avait quand même assassiné l'espoir d'une renaissance de l'Algérie, de la restauration de la souveraineté populaire. Il y avait le président Boudiaf avait redonné de l'espoir à la jeunesse algérienne. On l'a assassiné. J'ai quand même l'impression que l'histoire se répète un petit peu aujourd'hui avec le mouvement populaire, le Hirak, ce formidable sursaut démocratique de la jeunesse algérienne. Et il y a des mains assassines qui s'apprêtent apparemment à commettre encore une fois un meurtre de la démocratie, l'espérance démocratique en Algérie. Voilà ce que ça m'inspire. Mais Hassan, est-ce que nous devons faire le deuil de la vérité dans cette affaire? Est-ce que ça va passer en perte et profit comme tous les autres assassinats politiques? Est-ce qu'on ne saura jamais le nom de ceux qui, bien qu'on les connaisse, qui l'ont donc désigné aux tueurs et qui continuent aujourd'hui de couler des jours tranquilles entre leur résidence de là-bas et leur grosse ferme coloniale en Algérie et leur club des pins et leur etc. etc. Je pense que c'est une affaire qui rentre dans ce qu'on appelle la raison d'État. Ça me semble pas possible de connaître un peu l'assassin matériel, comme on dit, on le connaît, on a dit que c'était Bouharapi et que c'était un acte isolé. Mais il ne faut pas être naïf, il n'y a aucun Algérien qui est naïf pour croire que le président Boudiaf a été assassiné comme ça, par un coup de folie, un truc de démence de Bouharapi. C'est sûr qu'il y avait des commanditaires, c'est sûr qu'il y avait une volonté d'assassiner au-delà de l'homme. C'est le projet politique qui a été porté à l'époque par le président Boudiaf et qui a reçu beaucoup de soutien populaire. Donc je pense qu'on a
qu'on a un peu avorté l'espoir que cet homme, qui était un héros national quand même, et qui l'est toujours bien sûr, un héros de la Révolution, on a tué l'espoir. Les gens qui ont confisqué l'indépendance de l'Algérie en 62, c'est lui-même, Mohamed Boudiaf, qui avait posé la question « Où va l'Algérie ?» Ironie du sort, aujourd'hui même en 2019, on se pose la même question, où va l'Algérie? Parce que d'un côté, nous avons un peuple qui lutte pour son détermination, pour retrouver sa souveraineté sur son pays, et de l'autre côté, nous avons un système qui veut se régénérer, un système qui veut se recycler en éliminant certaines figures qui gênent un petit peu, qui enlaidissent sa façade. Il croit pouvoir se recycler pour imposer, pour assurer sa pérennité en fait. Donc j'ai l'impression que c'est un clin d'œil historique qui est cette commémoration aujourd'hui qui tombe en plein mouvement populaire algérien. La commémoration de l'assassinat de Boudiaf, me semble-t-il, ressemble beaucoup à ce que nous vivons actuellement, à cette volonté maintenant avouée de tuer dans l'œuf l'espoir. Nous allons y arriver, Hassan. Une question d'abord. Vous êtes au courant de ce qui vient d'arriver à l'Akhdar Bourga, commandant Bourga? Non, je suis un peu loin. Non, pas alors, Boumala, son ami, Fodel Boumala, vient de lancer l'alerte. Il nous apprend que l'Akhdar Bourga a été enlevé de façon anonyme quasiment, mais que maintenant on sait où il est. Il serait dans un commissariat. Et il aurait été enlevé à cause de sa déclaration. D'ailleurs, tout le monde se demandait comment se fait-il qu'on ait réentrepris contre lui. Rappelez-vous, il avait déclaré que le régime sait déjà qui sera le président élu, entre guillemets, du pays, puisqu'il l'avait déjà sous le coude. Nous y voilà. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y a clairement une volonté d'avorter ce projet de démocratisation du pays. Quand on touche à l'un des héros de la révolution algérienne, l'Akhdar Bourga, ça veut dire qu'il y a certainement, clairement, intention de casser l'élan du peuple algérien. C'est vrai que nous sommes tous d'accord avec ce qu'a dit Bourga. Le chef d'état-major de l'armée a dit que le prochain président sera... Safe, une épée contre la corruption, comme s'il le connaissait personnellement. Donc, il a dessiné un peu le profil de celui qui sera le président. Du moins, il le connaît peut-être. Ce sont des choses qu'on ne doit pas dire. C'est des choses qu'un chef d'État ou un responsable d'un quelconque pays doit s'interdire de dire, parce que ça relève du choix souverain du peuple algérien. Donc on ne peut pas dire qui sera sorti... Alors, dernière question, Hassan, avant de vous libérer. Après des mois de tergiversation, de contre-révolution, de subversion, ils ont tout fait à ce mouvement citoyen. Ils ont tout fait subir, ils n'ont pas réussi à le briser. Et là, ils trouvent la panacée, le truc idoine, qui, selon eux, pourrait rallier des millions d'Algériens autour du chef d'état-major et de ceux qui sont derrière lui, bien entendu. Alors, cette histoire de drapeau à Mazir. Et, dans le même temps, hier, ils nous ont montré clairement que la répression s'installe, que maintenant, il n'est plus question de faire des tapes sur le dos des manifestants. Hassan, nous l'avons perdu. Alors, nous revenons à la commémoration de l'assassinat de Mohamed Boudiaf. Oui, alors un autre Hassan. Oui, oui, c'est un moment extrêmement grave. Je crois que le peuple algérien est meurtri par cet assassinat en direct. Et comme disait Hassan Ouali, on a assassiné Boudiaf en 92. Aujourd'hui, on est en train d'assassiner son projet. On est en train d'assassiner en fait son idée justement de démocratiser l'Algérie. On est en train de commettre un meurtre à l'échelle sociale, politique, géopolitique, etc. C'est-à-dire tout simplement faire avorter le processus démocratique que le peuple réclame à corps et à cri depuis maintenant 4 mois. Mais pas seulement 4 mois, je veux dire 4 mois dans la rue où il y a des millions et des millions d'Algériens. Sinon, le peuple réclame d'une façon ou d'une autre ce processus démocratique depuis 1962. Mais alors, l'assassinat
de Mohamed Boudiaf pose la question de la place de l'armée dans le champ politique algérien. C'est une question à laquelle on ne peut pas échapper, à la fois dans la nouvelle constitution, à la fois évidemment dans le nouveau champ politique qui va s'ouvrir, j'espère, et nous espérons tous, pour la jeunesse algérienne, pour l'Algérie de demain, des générations futures. Je crois qu'il est extrêmement important de rappeler qu'on ne peut pas gérer un pays avec les casernes, ni d'ailleurs avec les mosquées, mais qu'on peut gérer un pays avec des institutions légitimes. Non pas des institutions qui sont copiées-collées. Comment casser le moule, j'allais dire. Boudiaf n'a pas été le premier. Ça vient de très loin. Oui, tout à fait. C'est l'assassinat. On peut rappeler quelques-uns. L'assassinat d'Abba Ramdan qui a été assassiné par l'ancêtre du DRS, le Malk, et la clique d'Oujda. Absolument. Puis après Khidr, puis après Karim Belkacem, qui faisait partie de la clique d'Oujda, il faut le rappeler. Peut-être même de ceux qui ont décidé de l'assassinat d'Abba Ramdan. C'est un sujet très polémique. Très, très polémique. Alors, mais il n'y a pas seulement Ali Msili, Khidr. On peut en citer quelques-uns si vous les avez en mémoire. Ils sont tellement nombreux, ceux qui ont été assassinés par l'ancêtre du Malk, puis l'ancêtre de l'armée des frontières, puis par la période boumedienne. Par exemple, Karim Belkacem, ils l'ont fait assassiner par Salah Vespa, qui était un mafieux, qui était un proxénète. Ça s'est répété avec Ali Msili. Ils l'ont fait assassiner par un proxénète. Absolument. Et le premier qui a assassiné Karim Belkacem, lui avait offert le poste de chef de sûreté de Wilaya, d'Alger Centre. Vous voyez, donc c'est dans les mœurs, c'est dans les gènes de ce régime. J'ai bien peur que... Et l'assassin de maître Ali Msili, le RND, l'a proposé aux élections pour être un député. Oui, absolument. Oui, comment il s'appelle déjà Amelou, qui a été exfiltré par Pasqua. Absolument. Pasqua, quand il allait à l'intérieur. Il a exfiltré, il l'a sauvé en quelque sorte. Pardon, excusez-moi. Et Pondro, à l'intérieur. Donc, c'est dire que la complicité de certains pays occidentaux, particulièrement la France, mais aussi la complicité des pays moyen-orientaux dans tout ce qui nous arrive, à commencer par l'Égypte, évidemment, avec l'assassinat d'Abban. Je ne peux jamais exclure, et d'ailleurs en lisant le livre de Fathi Dib, chef des services secrets égyptiens, à la révolution algérienne à Abdel Nasser, on voit très très bien que l'assassinat d'Abban était télécommandé par les services égyptiens. Et donc, non seulement il y a introduction des puissances étrangères, comme aujourd'hui on empêche l'émergence de la démocratie en Algérie, on sait très bien les pressions subies par l'Algérie de la part des Émirats et de l'Arabie Saoudite, laquelle pression d'ailleurs est exercée sur le Qatar, sur l'Iran, sur le Yémen, sur plein d'autres pays, sur le Soudan, sur la Libye, ainsi de suite. Bon, et je n'exclus pas malheureusement ce qui se passe aujourd'hui aussi en Tunisie. Donc, en Tunisie, absolument. L'attentat suicide qui a coûté la mort à des citoyens tunisiens. Donc c'est les mêmes méthodes. On reproduit exactement le même système. Les apparatchiks au pouvoir, les voyous de la République qui exercent le pouvoir depuis 1962 à 2019, aujourd'hui ont étouffé toutes les voix discordantes, toutes les voix particulièrement qui appellent au changement, qui appellent tout simplement à ce que le peuple algérien recouvre sa souveraineté. Et donc Boudiaf, c'est un scandale du siècle. Un scandale national impardonnable. Juste un dernier mot, j'aimerais le dire. Moi, j'ai quand même un espoir. Parce que Pinochet et un certain nombre de ses officiers ont été inquiétés 40 ans après l'assassinat du président Allende. Justement, c'est la question que je m'apprêtais à poser. D'abord, des commentaires sur le décès avant que je vous pose des questions en particulier. Par rapport à l'assassinat de Boudiaf, pour moi, ce n'est pas un crime politique. C'est limite un crime contre l'humanité, contre l'Algérie en entier, parce que Boudiaf a suscité l'espoir de toute une génération qui a été détruite par des événements, par la guerre contre les civils.
Non pas la guerre civile algérienne, mais la guerre qui a été faite contre les civils. Cet homme avait rendu l'espoir à une population. Je ne juge pas son projet sur les 6 mois. Il n'avait que 6 mois. Il n'a eu que 6 mois, malheureusement. On ne peut pas juger le travail qu'il faisait. Ce qui est sûr, il a suscité un espoir et on l'a tué à la télé pour que les Algériens perdent espoir. Sauf que, pour moi, c'est aussi la preuve ultime qu'une hirondelle ne volera jamais autour des vautours. Et tant que nous n'avons pas une justice libre... Et qu'elle ne fera pas le printemps non plus, comme dit l'adage. Et tant que nous n'avons pas une justice libre et indépendante, nous ne saurons pas réellement qui a orchestré l'assassinat de Boudiaf, pour quelle raison a été tué Boudiaf. Nous devons avoir cette justice qui va faire le travail qu'il faut, parce que c'est un travail d'histoire et de conscience qu'il faut. Et dans le peuple algérien, moi je ne suis pas né pendant l'assassinat de Boudiaf, je suis en 94. Mais j'ai besoin de savoir comment cet homme a été tué. Justement, c'est une question que je voulais vous poser. Avant d'en arriver à savoir comment cet homme a été tué. Je suis au regret de devoir assumer mon rôle de façon entière. Mohamed Boudiaf, pour lequel moi j'avais une très grande admiration. Moi c'était le héros de ma jeunesse. Quand il combattait Boumediene et le despotisme des années Boumediene avec son PRS, son parti PRS, et puis j'étais très heureux quand il s'est ravi Boucher avec Ahmed. Alors, je n'oublie pas que M. Mohamed Boudiaf, dans son extrême naïveté, j'allais dire ingénuité, il s'est fait piéger par les généraux. Oui. Il a donné une caution morale à des putschistes génocidaires qui ont assassiné 200 000 morts. 200 000 Algériens, pardon. Je pense que la situation était plus complexe que ça et que son amour pour la patrie l'a poussé à accepter et à se dire qu'il avait quand même certaines garanties pour réussir à bâtir un pays. Et d'ailleurs, le dernier mot qu'il nous dit, Bouch Fatouna bil-ilm. Il se basait sur l'ilm. Il allait lancer des réformes, et c'était clair dans tous ses discours, il a parlé de la science et de l'importance de la science pour élever l'Algérie à une sphère qui est très loin de celle d'aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins qu'il s'est fait piéger. Oui, il a été piégé, c'est sûr. Piégé ou peut-être qu'il a été trahi aussi, par certains. Par ses amis. Piégé ou trahi. Dans Ali Haroun. Qui lui avait dressé un portrait très flatteur de ses généraux. Moi, je l'ai rencontré un jour à l'aéroport, je lui ai dit, c'est 4 vérités en face. Je lui dis, vous avez assassiné votre ami, celui qui vous faisait confiance. Je n'ai pas la position qu'il faut pour juger une affaire pareille, parce que l'assassinat de Boudiaf, comme nous le disait notre ami le journaliste, c'est qu'on pourra réellement, il faut être objectif. Nous n'aurons jamais la vérité sur cet assassinat. C'est comme l'assassinat de Kennedy. Oui. Il n'y aura jamais, les crimes d'État qui ne sont jamais divulgués. Et donc, accuser une partie ou l'autre, je ne le ferai pas. Je sais qu'il y avait un système qui était fait des islamistes et du système algérien, avec ses généraux putschistes, qui faisaient un accord dans les montagnes avec les chefs de terroristes pour tuer les civils. C'est tout ce que je sais. Oui, et ils ont réussi à tuer personne ne va croire que c'était les islamistes qui ont tué Boudiaf. Mais moi, je n'y crois pas. Bien sûr, évidemment. Mais moi, je n'y crois pas. Mais c'est tout ce système-là qui a engendré 250 000 morts, des milliers de disparus, des mamans d'enfants disparus à qui on a dit vos enfants ne sont pas dans nos poches. Oui. C'est ce système en entier qui a engendré et qui a fini par la mort de Boudiaf. Ali, l'assassinat de Boudiaf laisse une trace indélébile de ce qu'est réellement la nature du régime algérien. C'était un attentat contre la République, celle qui a été prise en otage en 1962 pour bâtir un système. Donc l'assassinat de Boudiaf, pour moi, montre à quel point cet enfant de la Révolution, ce père de la Révolution, c'est un enfant, il est à son jeune âge, absolument. Dès les années 40, il avait cette fibre révolutionnaire. Il était dans le groupe de 6. C'est vrai, absolument. Et toute sa jeunesse est passée dans l'affrontement de la 5e puissance mondiale, qui était l'armée française colonisatrice, n'a pas subi, malheureusement, ce qu'a subi après la proclamation de l'indépendance du pays. Boudiaf, c'est quelqu'un qui s'est fait évacuer dès l'indépendance. Il s'est fait laminer, il s'est fait exiler. Et puis le jour où ces généraux-là, ils étaient rendus à l'impossibilité de gouverner quoi que ce soit, et que par leur fait même, ils ont poussé le pays à le rendre comme une espèce de poudrière, ils ne se sont pas fait prier,
pour encore une fois solliciter Boudiaf dans un appel du cœur, dans un appel par la République et pour la République, en titillant en lui certainement cette fibre patriotique pour l'inviter à prendre les destinées du pays et, comme il disait, sauver la République, sauver le pays, pour mieux l'assassiner 6 mois après. Ouais. Je pense que je ne vais pas revenir sur la situation de son assassinat. Je ne vais pas revenir sur la nécessité de connaître la vérité. On ne le saura pas tant que l'indépendance de la justice n'est pas acquise. Et l'indépendance de la justice, elle est elle-même inhérente à l'indépendance du pays tout court. Oui. De la mainmise de cette caste de généraux, de ce système autoritaire et de ce régime qui a rendu quasiment l'espoir quasi impossible. Adel Jabbar est avec nous. Merci Adel Jabbar d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Adel Jabbar, un jour, lieutenant-colonel Samraoui, que tout le monde connaît en Algérie, qui était l'un des principaux officiers supérieurs du DRS, qui était basé en Allemagne. Et donc, m'avait raconté un jour que Boudiaf avait envoyé 3 officiers. 3 officiers en lesquels ils avaient une totale confiance. Ils les avaient envoyés auprès de M. Bérégovoy, qui était à l'époque Premier ministre français. Et qui est aussi mort d'une mort tragique. Et qui lui-même est mort d'une mort tragique, qui n'a jamais livré ses secrets jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ils étaient porteurs du message de Boudiaf. Ils étaient venus avec des dossiers concernant les généraux, justement, putschistes, avec des noms. Il a demandé à M. Bérégovoy de l'aider auprès des banques françaises, notamment, pour ce qui est du blanchiment de l'argent qu'ils faisaient sortir d'Algérie, mais aussi de leurs avoirs en France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, Bérégovoy a demandé quelques jours de réflexion. Entre-temps, certains pontes des services spéciaux français se sont vite rapprochés de M. Bérégovoy pour lui dire « Attention, c'est très très délicat, ne faites pas ça. Et parmi ces gens que vous allez donner, entre guillemets donner, il y a nos agents. Certains sont nos agents. Ils travaillent avec nous. » Et donc, M. Bérégovoy a opposé une fin de non-recevoir aux émissaires de M. Boudiaf. Et les gens qui ont convaincu M. Bérégovoy de ne pas collaborer avec M. Boudiaf se sont rendus à Alger et ils ont averti leurs collègues de là-bas, leurs homologues généraux. Ils leur ont dit « Attention, Boudiaf a envoyé des gens chez nous pour venir chercher des trucs. Ils s'appellent comme ci, comme ça, comme ceci. » 15 jours après, les 3 sont morts. Les 3. Curieusement assassinés par les terroristes, à des endroits différents. Et je vous laisse commenter, mon cher Adel. Le président Boudiaf a été exécuté. Je vais faire une révélation que je n'ai jamais faite publiquement. J'étais dans la salle ce jour-là, dans la maison de la culture de Annaba, vers 11h20, comme ça. Il a été exécuté avec une rafale dans le dos. Ce que nous avions constaté, c'est qu'il y avait personne. Vous avez vu, Adel Jabbar, vous avez vu son assassin comme ça? J'étais là-bas. Vous l'avez vu? C'était Boumarafi? J'étais là-bas. J'étais là-bas. Mes amis le savent, ma famille le sait. Un de mes amis qui était avec moi au balcon de la salle de la Maison de la Culture est aujourd'hui à Batna. C'était un de mes anciens collègues. Et quand il a été exécuté, donc tué avec une rafale dans le dos, le crâne avait été pulvérisé, il est mort sur place. Donc tout ce qu'on a raconté par la suite, c'est totalement faux. Donc il était mort sur place, son beau-frère avait enlevé sa veste, Amin, je ne me souviens plus de son nom, il l'avait couvert, puis on l'avait étalé par terre, on a mis le drapeau, mais il était déjà mort. Et moi, sur le moment, quand j'ai vu ça, donc j'ai eu la nausée, et j'avais dit à mon ami, je pense que l'Algérie est définitivement fichue.
Et c'était suite à cela que j'avais pris la décision de partir, de m'exiler. Je me suis dit, ça va très mal, ça ira très mal. Maintenant, pour revenir à ce qui avait motivé l'arrivée de Boudiaf, qui est un vieux militant, un vieux routier de la Révolution, je pense qu'il a été victime de sa naïveté vis-à-vis d'un régime criminel qu'il connaissait. Il fait malheureusement partie d'une longue liste interminable de victimes. J'avais écouté un jour l'interview de Boussouf, le père du Malg, qui avait dit à quelqu'un: comment se fait-il que vous qui avez confectionné ce Malg-là, vous êtes dehors aujourd'hui, vous ne faites pas partie des nouveaux boss de l'Algérie? Il leur a dit: nous avons créé un système qui va tuer tout le monde. Personne n'y échappe. Et on le voit avec les dernières incarcérations de ceux qui se prétendaient être des dieux, des demi-dieux, des apôtres, etc. Ils se retrouvent au trou, ceux qui menaçaient le peuple pour dire « nous gérons ». Personne. Parce que c'est une oligarchie, c'est une meute. Et quand vous rentrez dans la meute, attendez-vous à ce que vous soyez mordus par des loups affamés. Et nous avons un proverbe chabi qui dit « Dibni trabba ». Même s'il devient herbivore, il restera un carnivore. Donc le système algérien est ainsi bâti. Personne ne peut prétendre aujourd'hui connaître ce qui se passe dans la tête des gens. Ceci pour revenir à Boudiaf, il n'est pas le seul. Mais Adel Jabbar, Mohamed Boudiaf, Rabbi Rahmou, pour lequel tout le monde a une très grande admiration, dont sa mort a profondément blessé les Algériens. Il n'en demeure pas moins que Mohamed Boudiaf, dans son infinie naïveté, il a servi les putschistes, il leur a donné du souffle, il leur a permis de passer un cap difficile. D'abord, même si moins de 6 mois après, il s'est réveillé, moins de 3 mois après, il s'est réveillé sur leur véritable nature et qu'il a commencé à enquêter sur eux. Je vous rappelle l'affaire de l'arrestation de Haj Bettou à Tamarrast, de ses émissaires qu'il a envoyés à Bérégovois, de ses discours sur ce qu'il pensait d'eux, même du jour où il a parti, il a pris ses valises, il est parti, il n'a pas voulu revenir, il a failli les démasquer à ce moment-là. Mais alors non seulement il leur a servi de façade, mais il a aussi contribué à faire, je m'excuse de devoir le dire, mais il faut le dire, de faire du mal à ses concitoyens en signant ces fameux décrets sur l'ouverture des camps du Sud. Boudiaf avait pris position directement. Était-il victime de sa naïveté? Je ne le pense pas. Il avait une prise de position politique tout à fait claire. Il s'est rangé. Boudiaf a été la caution politique des généraux génocidaires, putschistes, criminels. Il les connaissait depuis 1962. Ils n'ont pas changé. Ils l'ont ramené. Il a servi de faire valoir pour pouvoir donner une façade civile au régime. Il savait qu'il était parmi une meute de loups. Donc il a fait trop de mal, à mon avis. Même s'il avait des positions qui avaient suscité l'espoir d'une grande partie de la population algérienne, mais il avait quand même commis d'énormes dégâts. En ouvrant les camps du Sud, en incarcérant des gens qui sont en train de souffrir à ce jour des effets des radiations nucléaires qu'ils ont subis. Il a permis à des gens d'aller tuer des gens chez eux, d'enlever des gens, de séquestrer des gens, de faire disparaître 25 000 Algériens et de continuer une politique de terre brûlée qui nous a valu 250 000 Mais les 25 000 Algériens n'ont pas disparu pendant son seul mandat de 6 mois. C'est pendant toute la décennie. Définitivement. Mais quand on a comment dirais-je, une caution politique, on se permet... Moi, je me rappelle un discours de Zeroual qui parlait des khawana et des terroristes, etc. Il dit le fils avait donné une caution politique au terrorisme. Nous savons aujourd'hui tous que le terrorisme est une création des services secrets algériens. Il y avait les groupes islamistes de l'armée qui commettaient les génocides contre le peuple. Mais il y avait aussi les islamistes de l'AIS et d'autres. Bon, les JA, moi, je reste très réservé, je sais qui les a créés. Mais il y avait des islamistes, des AIS qui faisaient des faux barrages, qui tuaient des gens, qui enlevaient des gens, qui violaient des femmes, qui les prenaient en ranima, qui se sont enrichis au passage et tout. Hein. Faut le dire aussi. Mais bien sûr. Mais définitivement,
personne ne peut aujourd'hui, comment dirais-je, donner patte blanche à l'AIS. Moi, j'ai vu l'ancien général Smaïl Lamari aller prendre du thé avec son copain, le général de l'AIS. Ils faisaient du business ensemble, ils se souriaient, ils s'embrassaient 4-6 fois sur la joue. J'imagine qu'il y a une énorme complicité entre ces deux formes de terrorisme. Il y a un terrorisme officiel et un terrorisme officieux. Ceux qui étaient pris en otage et qui subissaient les affres de ces violences, c'est le peuple. On tuait à gauche et à droite. Les journalistes se faisaient canarder, non pas seulement par des islamistes, probablement par des islamistes aux ordres, qui sortaient des casernes avec des gandouras et des barbes, des islamistes qui étaient dans les montagnes. Il y a ceux qui étaient convaincus, qui le faisaient par conviction politique, par foi, par croyance en un parti. Et restez avec nous, Ad-Jabbar, je reviens à vous dans un moment. Des commentaires sur ce qui vient d'être dit? Juste un mot, je ne suis pas totalement d'accord avec l'analyse qui est faite de la présence de Mohamed Boudiaf comme président du HCE. C'est vrai que les généraux qui l'ont ramené, c'était pour une caution politique, une caution morale, etc., et parce qu'il y avait effondrement du système. Mais je pense que Mohamed Boudiaf avait une stratégie, même s'il a échoué dans sa stratégie. C'est que de faire un certain nombre de concessions, y compris dans l'emprisonnement d'un certain nombre d'islamistes politiques. Et je pense que même les camps du Sud, Mohamed Boudiaf, je ne peux pas croire un seul instant, connaissant son parcours, qu'il allait faire perdurer ça, mais qu'au contraire, et c'était un certain nombre de concessions à ces généraux sanguinaires, et qu'il allait justement, parce qu'il l'appelait ouvertement, publiquement, qu'il allait construire un système démocratique, qu'il allait justement se débarrasser de la pègre, il le dit comme ça, et qu'il allait refonder l'État algérien, et qu'il allait redonner la parole au peuple algérien. Et je pense que s'il avait ce projet-là, c'est pas pour enfermer des gens, c'est pas pour embastiller des milliers et des milliers de gens. Donc je pense qu'il y avait un contexte, une configuration qui fait effectivement que sa stratégie, malheureusement, n'a pas abouti, puisque sa vie a été écourtée par un horrible assassinat. Bon, sur cette affaire de Boudiaf, qui était on est tombé dans une naïveté, moi je crois dur comme fer, que précisément Boudiaf, dans son arrivée et dans le fait qu'il a honoré cette main tendue des généraux pour venir, moi je pensais qu'il n'était pas naïf quant à la nature de ce régime, quant aux généraux à qui il aura affaire, en fait, pendant l'exercice de son mandat. Donc, à un moment donné, c'était quelque chose de stratégique dans une situation de chaos social. À un moment donné, quand on s'autorise de parler de cette époque, un pis-aller. c'est de prendre la complexité de ce moment-là dans un effondrement quasi institutionnel et social. On se souvient que les islamistes ont parlé de désobéissance civile sur Alger, ils occupaient les places. C'était en fait dans une situation comme celle-là que, quand on arrive président de la République... Ce n'était pas de bonne guerre? Moi, je pense que la désobéissance civile initiée par les islamistes, ce n'était pas de bonne guerre? Ce n'était pas légitime? Moi, je crois qu'en termes de légitimité, à cette époque-là, ni les islamistes, ni les généraux n'ont procédé pour la bonne manière pour régler un conflit de cette sorte. C'était un conflit de légitimité. Oui. C'est une question un conflit sur le respect d'une élection. Donc quand on offre ces garanties, quand on autorise aussi, moi je le dis... Mais Ali, le processus, il y a eu un coup d'État. Et la désobéissance civile. Moi je ne fais pas l'avocat des islamistes, mais je dis ce que je pense. La désobéissance civile est le moyen le plus pacifique d'organiser la résistance. On ne connaît pas de moyen plus pacifique que la désobéissance civile. Et par contre, de l'autre côté, on a envoyé contre eux des paras qui ont tiré sur eux alors qu'ils dormaient. Et ils ont fait quelque chose comme 200 morts. Sauf que, si Jamal, la question de la désobéissance civile a gêné plus les Algérois des centres urbains que le régime en place, qui est complètement, excusez-moi, ils s'en foutaient complètement qu'on occupe les places à ce moment-là. Et de plus, c'est que cette désobéissance civile a ouvert le bal de l'état de siège, des chars sur Alger. Donc ça a justifié le recours à la violence brutale du régime.
Ça, c'est un point. Donc, je pense que Boudiaf n'avait aucun moyen que de jouer la carte, d'affirmer une autorité au sein de l'État, pour à la fois donner des gages à l'institution militaire, mais aussi à l'autre bloc qui refusait bec et ongle que les islamistes, notamment par un discours belliqueux, parce qu'il ne faut pas non plus partir de donner l'impression que, comme disait notre ami du Canada, de dire que tout a été l'œuvre des généraux. Moi, je me souviens d'une vidéo où un islamiste parlait à Smaïli Fsah, où il lui disait « Toi, là, on va te dégommer » en arabe, ouvertement. Ou bien je ne peux pas aussi faire semblant de ne pas savoir qu'Ali Belhadj, dans une déclaration, a dit « Nerfdou slah ou nerfdou le clash ». Donc, c'était ce contexte-là. Boudiaf arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? À un moment donné, c'est d'affirmer une autorité. Ensuite, de décliner une feuille de route par des réformes. Il s'attaque à la pègre en même temps, d'affirmer l'autorité sur la société pour calmer un peu les esprits. Moi, je pense que dans ce contexte-là, je demande, s'il n'a pas agi de cette manière-là, pourquoi il serait assassiné? Moi, je reviens à ce qu'a dit notre ami du Canada, c'est qu'il dit qu'il est parti parce que l'espoir a été tué, et juste après, il nous dit que Boudiaf est la cause de 25 000 disparus, 200. Boudiaf, il faut le dire, comme ce qu'il disait, il ne faut pas oublier que c'était un parti politique qui a déclaré la démocratie impie. Il y a eu un putsch, je appelle ça un putsch, je suis contre le putsch de 91. Non, mais, je me permets de vous interrompre, je vous laisse continuer. Hein, oui. Ce n'est pas le parti politique qui a déclaré la... C'est Ali Belhadj. C'est Ali Belhadj. Ali Belhadj était le numéro 2 du parti. Oui, mais il y en a d'autres qui disaient, par exemple, Hachani qui disait la démocratie, on ne demande pas mieux. Ça veut dire, pourquoi faire des procès d'intention à tout un parti, à toute une formation, quand il y a une déclaration intempestive dans un contexte donné, même s'il est le numéro 2. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si moi, mon chef de parti s'appelle Karim Tabou. Si demain, Karim Tabou déclare que la démocratie est impie, je quitte automatiquement le parti politique. Hachani aurait dû faire ça, quitter ce parti-là. Il y avait des tiraillements dans ce parti. Oui. Il y avait des tiraillements, oui. Il y avait des affrontements. Moi, ce que je veux dire... à prendre en bloc comme ça la déclaration pour dire ce parti disait si je prends le parti, je fais ceci. Même le clash, il est de notre droit d'avoir des clashs. Oui. Parce que les Américains aussi ont des fusils d'assaut. Les trucs. L'avantage, c'est que j'ai vu hier Autopsie d'une guerre. C'est hier que j'ai revu le documentaire. C'est qu'il disait que moi, je suis hors la loi. Oui. Moi, mais je ne suis pas hors la parole de Dieu. Pour moi, la crise qu'a connue l'Algérie n'est pas due qu'au fils ni au système. C'est dû à tous les deux. Parce que un parti qui prône la religion ne doit pas être agréé. Ni la culture, ni l'ethnie, ni la religion. C'était la loi. Et c'est toujours la loi. Nous ne pouvons pas prôner, créer un parti pour une culture, ni pour une ethnie, ni pour une religion. D'ailleurs, Ziyari, qui était le chef de police, disait que nous n'avions pas le droit d'approcher un militant du fils pendant les 8 jours pendant la désobéissance civile. Pendant la désobéissance civile, il y a eu un document de réunion des leaders du parti qui disait « Si nous sommes arrêtés, kidnapping des officiels, rejoindre les maquis, etc. » Donc, aujourd'hui, il faut le dire, que ce soit ce côté islamiste ou ces généraux assassins, ils sont tous les deux fautifs du massacre des 250 000 d'accord, donc vous les mettez dos à dos. Ils sont tous les deux sur la Alors moi, je vais vous poser une question. Je me permets, j'essaie de comprendre, en même temps de donner mon avis sur mes convictions profondes, sur ce qui s'est passé. Alors, le régime lui-même a reconnu qu'il y a 200 000 morts. Rappelez-vous que vous les avez mis dos à dos, hein, c'est-à-dire qu'ils sont autant coupables l'un que l'autre. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Bon, le régime déclare, il dit, c'est le régime, c'est le président Bouteflika lui-même. Une semaine après que Ouyahia a dit il y a eu 35 000 morts, Bouteflika arrive, il dit non, arrêtez. Il n'y a pas eu 35 000, il y a eu 200 000 morts. Oui. D'accord? Rappelez-vous. Oui. Deuxièmement, il y a eu 20 000 enlevés, disparus. Si ce n'est plus. Au moins. Les 20 000 enlevés, ils ne peuvent pas être... Qu'on se mette d'accord sur ça. Ils ne peuvent pas être enlevés par les islamistes. Bien sûr. Ils ne peuvent pas rentrer en ville avec des Land Rover enlever les gens. Oui. Donc pour les enlever, c'est clair. Oui. C'est le régime. Pour les 200 000 morts, alors... Déjà, on appelle ça enlever, mais je pense qu'ils sont morts, hein, si on ne les retrouve pas. C'est sûr, mais leurs parents refusent de faire leur deuil. C'est normal. Bon, alors 200 000 morts, reconnus par Bouteflika. Il paraît qu'il y en a plus. Il paraît que c'est au moins 250 000. C'est ce qu'on dit. Arrêtons-nous à 200 000. 200 000 morts.
C'est le chiffre. C'est le chiffre de Bouteflika. Si on a 50 000 de plus, je ne veux pas oublier leur mémoire. Alors, à un certain moment, la presse française avait commencé à parler de guerre civile en Algérie. Alors, qu'est-ce que répondent les généraux et le régime de l'époque? Quoi? Mais ce n'est pas une guerre civile. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire des choses sur l'Algérie qui sont monstrueuses. Ce n'est pas une guerre civile. Ces gens-là ne représentent pas le peuple et le peuple n'est pas avec eux. Ils sont quelques bandes, je prends leur propre terme, hein, quelques bandes de bandits hirsutes, mangés par leurs poux, armés avec des armes disparates, et qui errent dans les montagnes et qui n'ont plus le soutien du peuple et que nous allons réduire. Et c'est d'ailleurs un terrorisme résiduel. D'accord? C'est le régime qui le dit, c'est pas moi. Oui, oui. Alors vous pensez que quelques bandes d'hirsutes mangés par leurs peaux, qui n'ont même pas de quoi bouffer, qui puent à 100 mètres, qui peuvent faire 250 000 morts? Vous m'excusez, vous pensez que je crois moi le système? Donc on ne peut pas les mettre dos à dos, on ne peut pas dire. Comme ce que l'autre je vous dis, ont commis encore les mêmes... une fois, M. Benchenouf, je ne suis pas pour le putsch qu'il y a eu. D'ailleurs, c'est un débat... en vrai, c'est le débat FFS-RCD, hein, le grand débat. Moi, je suis pour que le processus aurait dû continuer. Oui. Et Yamin Zaghoual avait les prérogatives... pour ce qui est des carnages. Pas Zaghoual, mais le président pouvait dissoudre l'APN et refaire des élections le plus normalement du monde. Oui. Le carnage, je ne l'aimais pas. On ne peut pas dire que c'est cette partie ou cette partie quand on a tout un système. Parce que Mouloud Hamaouch a voulu jouer avec le fils pour ressouder les rangs du FLN. Et il l'a avoué. Il a avoué qu'il voulait utiliser le fils pour ressouder les rangs du FLN et faire passer toutes les réformes et recréer. Donc en vrai, ils ont joué avec un baril de poudre, comme c'est dit dans le documentaire, et il a explosé. Ce baril de poudre a touché surtout l'Algérien. Il a tué des civils. Nous avons 250 000 morts, des milliers de disparus. Pour moi, il y a tout ce système et c'est le système algérien de 62 qui a engendré cela. Et de 62 à 2019. Est-ce qu'il sera possible un jour de faire la lumière sur cette tragédie, de pouvoir savoir qui a tué qui a fait quoi, qui était derrière, qui a commandité, qui en a profité? Parce qu'aujourd'hui, avec le recul du temps, malheureusement, on ne peut pas s'empêcher de faire le constat. Aujourd'hui, avec le recul du temps, les sauveurs de la République, on s'est rendu compte qu'ils volaient de la main gauche pendant qu'ils tuaient de la main droite. Ils sont pour la plupart des milliardaires en dollars aujourd'hui. Du moins ceux qu'on connaît le plus. Donc, est-ce qu'un jour nous pourrons faire la vérité sur cette immense tragédie? Parce que dire 250 000 morts comme ça, c'est un chiffre. Mais ce sont 250 000 vies. Chaque vie, vous imaginez. Je ne parle pas du million de déplacés qui ont quitté leur maison, je ne parle pas de toutes ces tragédies, des viols, de la torture instituée, non pas en règle d'interrogatoire, mais en règle de terreur, pour terroriser les gens, des viols, vous imaginez, d'enfants devant leurs parents. Ce sont des cas qui n'ont jamais été dits. Mais quand est-ce qu'on pourra en parler vraiment? La plus grande humiliation qu'a connue notre pays, c'est quand le hors-la-loi numéro 1 des années 90 est devenu quelqu'un qui va faire la loi numéro 1, qui est la Constitution d'aujourd'hui. Quand Ahmedou Yahya reçoit Madani Mzarag à la présidence... Personnalité politique pour nous faire la loi numéro suprême, la loi suprême du pays, écrite par le hors-la-loi numéro 1 du pays pendant cette tragédie, on comprend qu'ils nous ont toujours insultés. Et donc c'est ce système. Nous ne devons pas nous égarer. C'est le système en lui-même avec toutes ces tentacules. Un dernier tour de micro avant de passer au sujet du jour. Sur cette question, hein. Oui, je pense que l'Algérie de demain, une Algérie démocratique, pourra éventuellement faire aboutir un certain nombre de procès par rapport à cette tragédie. Parce que Mohamed Boudiaf est victime, comme les 200 000 morts, d'un contexte militaro-politique qui a fait qu'aujourd'hui, on continue de nous battre encore. C'est des millions d'Algériens qui continuent de sortir justement pour dire plus jamais ça et qu'on veut que l'Algérie soit un pays démocratique. Donc, il y a trois possibilités. D'abord, que l'Algérie de demain instaure des tribunaux spéciaux pour juger ces affaires-là. Ça, c'est une possibilité.
Deuxième possibilité, c'est que s'il y a crime contre l'humanité, et effectivement il y a crime contre l'humanité, eh ben, la CPI, la Cour pénale internationale, qui pourra un jour ou l'autre se saisir, comme elle l'a fait pour un certain nombre de pays d'Afrique. Troisième point, c'est le jugement de l'histoire. C'est que des jeunes comme celui que nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui sur le plateau, ces jeunes-là, un jour ou l'autre... Ça y est, Ali, toi, tu n'es plus jeune, hein? Tu n'es plus décompté parmi les jeunes. Non, mais... Trentenaire, donc. Non, mais j'en ai un à ma droite et toi, tu en as un à ta droite. Voilà. Par la main gauche. Donc on se réfère chacun. Il est retombé sur ses mais pattes. je l'ai traité de la même façon lors de la dernière Entre-temps, il a émission. vieilli. Je ne dis pas du tout ça. Il est aussi jeune, aussi jeune que, justement, que nous avons besoin. Et je suis entièrement fier d'être avec de jeunes Algériens, justement, qui sont conscients des enjeux politiques, géopolitiques, culturels, historiques, etc. Donc, encore une fois, je dis bien, l'histoire, la CPI, et puis les tribunaux algériens. Rappelons-nous l'Afrique du Sud, rappelons-nous le Chili, rappelons-nous le Rwanda, et un certain nombre de pays, hein, c'est pas que ce pays-là. La Serbie, oui, absolument. La Bosnie. Absolument, l'ancienne Yougoslavie. La Bosnie, voilà. Et donc, oui, juste pour terminer, donc, ne pas minimiser ce qui s'est passé, ça fait maintenant 27 ans. Mohamed Boudiaf a été assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Oui. Il a été assassiné par un officier de l'ANP, de l'armée, Boumarafi, qui est encore détenu et qui n'a pas été jugé. Et donc, voilà. Et donc, cet officier-là a des choses à dire aux Algériens. Et il doit les dire. Moi, je crois que depuis les années 90, on peut tirer maintenant, avec le recul, quelques conclusions, en tout cas en termes politiques, ou en termes aussi anthropologiques ou sociologiques. Premier point, c'est que c'était, en fait, la décennie noire a ouvert le champ à une observation qui dit que c'était un échec quasi civilisationnel de la nation algérienne. Elle a montré à quel point cette nation n'a pas été construite substantiellement. Elle a été construite par le haut, imposée. Tout le contenu a été donné par le haut vers le bas. Le peuple ne s'est pas emparé de ces questions qui le travaillaient dans son fond. Cette question de conflictualité sociale, cette conflictualité ethnique, régionale, religieuse, pour que cette pluralité ne devienne plus source de conflit, mais plutôt source de richesse. Donc ça, c'est par rapport à un échec civilisationnel où je mets absolument toutes les forces vives de cette nation algérienne naissante depuis 30 ans à cette époque-là, c'était un échec. Rappelons-le, et disons-le maintenant avec le recul, c'était un échec civilisationnel. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça montre à quel point aussi un régime autoritaire ne peut ni installer une démocratie, ni sauver une république. Avec un système autoritaire, c'est l'impossibilité intégrale. C'est l'impossibilité même du politique. C'est-à-dire le politique entendu dans le sens d'une instance de régulation de la conflictualité de cette société. Les partis politiques, leur naissance, leur raison d'être a été toujours d'absorber les conflictualités sociales, de les cristalliser et les canaliser politiquement par des choix. Autrement dit, pour éviter le bain de sang et l'état de la jungle, l'état de nature. Ouais. Sauf que dans un régime autoritaire qui abolit la politique pour installer un consensus, comme ils disent eux, c'est un consensus, nous on l'appelle unanimisme contraignant, c'est l'omerta obligatoire pour tout le monde, mettre une chape de plomb sur la société et déclarer de facto la fin du conflit social parce qu'eux, ils sont dépositaires d'une légitimité. Le silence des cimetières. C'est exactement ça. Donc on peut tirer ce deuxième constat. Et le troisième constat qu'on peut dire aussi, après l'échec civilisationnel et l'impossibilité d'être dans un régime autoritaire, d'une démocratie et d'une république, troisième point, c'est qu'on peut apprendre aussi, c'est que l'islam, quand il est poussé dans une course folle politique, ne peut prétendre à la fois défendre les principes musulmans, ni faire de la politique au sens moderne du terme. La forme d'un islamisme politique est condamnée à sécréter de la violence de part et d'autre.
Donc je pense que l'Algérie d'aujourd'hui, le consensus social, le consensus historique, le nouveau pacte historique qu'on peut proposer éventuellement, il doit prendre en considération ces 3 éléments et même faire en sorte de les dépasser. Parce que la décennie noire, elle a laissé des traces. C'est un traumatisme collectif. C'est un traumatisme collectif dont nous, les enfants de cette époque-là, on est encore porteurs de ce bain de sang, la violence qui s'exprime dans la société algérienne, non pas comme absence de langage, mais comme un langage à part entière, cette violence. Elle est à la fois aussi cette résultante de cette décennie noire. Donc, le processus par lequel on peut à la fois exorciser ce mal, de tirer les racines d'un côté, de rendre justice aux victimes, de dire la vérité aux parents des victimes, de ce qui s'est passé pour ceux qui sont kidnappés, les disparus, forcés, et condamner ceux qui étaient les commanditaires et qui étaient à cette époque-là dans les postes de responsabilité pour qu'ils rendent compte devant le peuple algérien et devant les tribunaux spéciaux et devant même l'humanité. Adel Jabbar, avant de passer au sujet suivant, un commentaire sur ce qui vient d'être dit? C'est un sujet extrêmement complexe. On ne peut pas passer de façon superflue, aborder les choses de façon caricaturale. Le mal algérien est très profond. Moi, je pense qu'avec le bout d'un doigt, on peut localiser ce mal-là. C'est les services de l'État profond de l'Algérie qui ont ruiné ce pays-là. Les services secrets de l'armée algérienne ont tissé une toile d'araignée pour poser une chape de plomb sur toute la société. Même les militaires avaient peur de l'ex-DRS. C'est eux qui sont à l'origine de tous nos malheurs. Les partis aujourd'hui qu'il est en prison, général Tawfiq, il paraît qu'il est... Hein? Et Tartag, exactement. Tartag oui. qui a mis les mains... Excusez pour le terme, c'est malheureux de le dire, mais je suis obligé. Qui a mis les mains à la pâte, hein, qui a torturé de ses mains et qui a exécuté de ses mains. Qui, paraît-il, aujourd'hui sont dans les cellules de Ali Belhaj et de Abbassi Madani Rabbi Rahmou. Pourquoi Gaïd Salah ne nous donnerait-il pas un gage de bonne volonté en les jugeant pour les crimes qu'ils ont commis, plutôt que de les jeter en prison parce qu'ils ont voulu le zapper, lui? Nos vieilles en Algérie. Nul n'était éternel. C'est des gens qui ont été, je pense, imbus d'une immense folie, frisant l'immortalité et qui pensaient être de véritables propriétaires. D'ailleurs, ils continuent à le faire, y compris l'actuel chef d'état-major, qui agit non pas en tant que chef d'une armée, mais en tant que propriétaire, dépositaire de pouvoir quasi divin pour faire ce qu'il veut de ce pays-là. Les Algériens sont en train de lui demander depuis 19 semaines rupture définitive, irrévocable et non négociable avec le régime. Il est en train de leur dire le régime ne partira pas, c'est vous qui partez. Moi, j'ai l'impression que c'est une tragédie de Brest. Changez le peuple parce que le peuple vote mal. Le peuple a trahi la confiance du régime, donc changeons de peuple. C'est de la folie. On est dans une espèce de philosophie kafkaïenne, sans tête ni queue. C'est des gens qui ne comprennent pas Gaïd Salah et les militaires qui sont avec lui et qui ont pris le pouvoir depuis 1962. Il n'y a eu qu'un fleuve de sang jusqu'à date. Ces gens-là ont toujours écumé les murs des casernes. Ils n'ont pas un autre vécu, ils n'ont pas une autre expérience de vie. Ce n'est pas des gens qui ont voyagé, qui ont eu des expériences. Ils n'ont vécu que dans les casernes. Ils ont vécu dans un ils ont vécu dans des palaces de luxe. Même leurs casernes à l'intérieur, hein, c'est méchoui, caviar, etc. Il ne faut pas se leurrer non plus. Hein. Ce n'est pas la ratatouille du Troufion qui se tape la cantine de la Loubie avec des verres dedans. Hein. Eux, c'est le méchoui de gazelle, c'est le caviar, c'est le truc. Je sais que les hôtels 5 étoiles et tout ce qui va avec, et qu'on ne peut pas dire. Oui, leurs cartes de menu sont étoffées, elles sont élaborées. Moi-même, j'ai eu un jour
l'occasion d'aller à Bnimsous, dans le palace qu'ils ont fait là-bas. Puis on mangeait, c'était un 5 étoiles. Je ne leur en veux pas pour ça. Moi, je leur en veux d'une chose, c'est qu'ils ont mis le peuple, ils se comportent comme des colons. Pour eux, nous sommes des méprisables. Et dans leurs propos, nous sommes un rachis, nous sommes des ventres creux qu'il faudrait nourrir, des gens qu'il faut travailler, à qui il faut donner le logement. Nous sommes des êtres hybrides, complètement inertes, qui sont incapables de réfléchir. Des bons Ariens qui vont nourrir. Adel Jabbar, je suis désolé de vous interrompre, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Un dernier mot peut-être? Un dernier mot, le chef de l'armée est en train de dire « j'accompagne le peuple ». Mettez-vous, traduisez cette phrase-là, il est en train d'accompagner un écolier à l'école. Pour lui, le peuple est immature, il a besoin de tuteurs, donc c'est un nouveau tutorat par la force des armes qu'il veut imposer aux Algériens. C'est aussi simple que... C'est ça le langage. Merci Adel Jabbar, merci. Alors, merci Adel Jabbar, au plaisir de vous retrouver bientôt, Inch'Allah. Mes chers amis, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Vous allez devoir aller très vite. Je vous demande d'échanger entre vous pour nous parler d'un peu cette histoire de Gaïd Salah qui nous annonce, le président. Le futur président sera l'épée contre la corruption. C'est un peu comme s'il le connaissait personnellement. Dans le même temps, Borga qui nous dit le président est déjà connu, ils l'ont déjà sous le coude, ils savent qui c'est, il est déjà élu dans leur tête. Et aujourd'hui, il est enlevé de chez lui. Il est enlevé. Il est dans un commissariat. Dans le même temps, hier, la répression s'est installée dans les manifs. Ils ont frappé des gens. Et une femme portait le drapeau berbère dans sa robe, elle portait une robe. Ils lui ont enlevé, ils l'ont prise, ils lui ont enlevé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont frappé des gens, ils ont enlevé des drapeaux aux gens. La répression s'installe. Les policiers rentrent dans la four comme un fer de lance et vont chercher les drapeaux où ils se trouvent. Donc, il y a comme un tournant. Alors, je vous laisse parler entre vous. Un sanglier blessé est Oui. plus violent qu'un sanglier qui n'est pas blessé. Oui. C'est la preuve que Gaïd Salah est bien blessé. Cette répression, une réaction de sanglier blessé. C'est une réaction D'accord. d'un sanglier blessé. Il réagit, il essaye de détourner le mouvement sur une question de drapeau. Le peuple est au-dessus de ça. Moi, je pense qu'il y a une alliance... Vous pensez que cette histoire de drapeau ne va pas diviser les Algériens? Elle ne l'a pas divisé, on l'a vu. Ça fait 2 semaines qu'il Bon, elle n'a pas divisé depuis 4 mois. Les deux drapeaux flottaient côte à côte, il n'y avait pas de problème. C'est la police qui se dispute les drapeaux. Maintenant que la polémique a été avivée, attisée. Oui, mais elle n'a pas eu de résultat. La polémique a été mise en place, ça a duré pendant 2 jours. Mais ça vient de commencer, on ne peut pas dire. Ah non, mais ça vient de commencer. la polémique est forte au lancement. Hein. Si au lancement, ça n'a pas d'impact sur les premières marches, ça n'aura pas d'impact plus tard. Et c'est la police qui crée la polémique. Mais pour moi, cette histoire-là, c'est juste une réaction bête et disciplinée de la part des militaires. C'est la matraque, utiliser la violence contre un mouvement dont ils n'ont pas le contrôle. Et c'est l'alliance au niveau mental entre Naïma Salahi et Ahmed Gaïd Salah. Et la réponse pour moi est claire. C'est comme la réponse qu'avait donnée Karim par rapport à Naïma Salahi. C'est comme les médicaments. Ne laissons pas à la portée des enfants. C'est pareil pour Gaïd Salah. Ne laissons pas se payer aux mains des hommes pareils. Si eux, ils ont gagné, comme vous dites, la polémique, ils ont gagné Facebook, mais ils ne gagneront jamais le pays. Le pays, ils ne le remporteront pas parce que ce peuple est en train de le prouver par les 2 vendredis qui sont passés, qu'ils ne lâchent rien. Nous allons voir quelques images et je reviens à vous deux. سمير شوفوا اعلان تاع فال الصيد شوفوا Hassan. C'est un scandale.
On voit très bien que l'état-major, à travers Gaïd Salah, décide, la police fait le sale boulot, les Algériens sont tabassés, réprimés, sont méprisés, sont complètement, je veux dire, exclus, et là sont menacés, blessés dans leur amour-propre. Et cette histoire de drapeau est extrêmement grave. Ça veut dire tout simplement que un Algérien de culture amazigh n'a pas le droit d'exister, n'a pas le droit d'avoir un emblème, n'a pas le droit à la parole, n'a pas le droit à sa langue, à sa culture, etc. Je crois qu'il y a eu un certain nombre d'acquis. Sachant que les Amazirs portent le drapeau national, dans le même temps. Non seulement... Moi, j'ai compté un jour à Tizi Ouzou, les drapeaux qu'il y avait dans une manifestation, il y avait plus de drapeaux algériens. C'est facile de le faire. Moi, sur YouTube, il y avait plus de drapeaux algériens que de drapeaux amazirs. Mais la question ne se pose même pas. Si le pétrole devait être distribué justement dans les wilayas en fonction du nombre de shuhada, je crois que justement les régions amazirs auraient le gros morceau. Voilà. Moi, donc, je crois que là, moi, je ne suis pas d'accord de dire les choses comme ça. Non, parce qu'ils nous donnent des leçons. Ils nous donnent des leçons de nationalisme. On n'a vraiment pas de leçons de nationalisme à donner dans les régions berbérophones. Je crois que je ne vais pas refaire l'histoire ici. On était aux avant-postes, que ce soit les Aurès, la Kabylie ou ailleurs. Je veux dire, franchement, Gaïd Salah n'a pas de leçon de nationalisme à donner aux berbérophones. Ce que vous avez dit précédemment me semble extrêmement grave parce que à travers justement cette répression, cette confiscation, cette interdiction du drapeau, c'est une tentative de diviser le peuple algérien. Et ça ne va pas pouvoir... ça ne va pas... Il y a toujours des risques. Il y a des risques. Il y a toujours des risques, Jamaldine. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui se cache derrière quoi, on ne sait pas qui est qui va brandir tel drapeau, qui ne va pas le brandir, qui va l'interdire, qui va là. On voit le zèle du policier là, qui va arracher un drapeau. Et je rappelle aussi quand même aux téléspectateurs que ce drapeau n'est pas un drapeau amazigh, c'est un drapeau nord-africain et qui concerne tous les nord-africains. C'est vrai qu'il a été élaboré dans le cadre de l'Académie berbère dans les années 70, dans le cadre de l'Académie amazigh, mais qui s'inspire aussi du drapeau de Mokrani, d'après Ghana Mamri, qui s'inspire aussi de celui de l'étoile nord-africaine de Amarimash, ainsi de suite. Et donc c'est tout un processus qui a abouti au fait qu'il y a un désir de construire l'Union nord-africaine, et c'est dans le cadre-là qu'il a été créé. Pas seulement la culture amazigh, point. La culture amazigh dans ce qu'elle symbolise comme unité, non seulement nationale, mais aussi de toutes les nations nord-africaines. Donc la réponse donnée est extrêmement grave. Il y a vraiment plus qu'un dérapage. C'est totalement criminel parce qu'il y a une prise de risque que l'état-major s'aventure à prendre. Et quand il dit accompagnement donc, du processus de la révolutionnaire, ce que nous voudrions, c'est que Gaïd Salah accompagne l'armée dans les casernes, accompagne les services de l'armée dans leurs bureaux et qui laisse les Algériens construire un pays démocratique, digne de ce nom, et qui sera justement non seulement l'exemple dans le monde, comme c'est aujourd'hui l'exemple dans la lutte pacifique du peuple algérien, mais sera aussi un espoir pour les peuples opprimés. Moi, je crois que l'histoire du drapeau, il faut la prendre comme une pièce de puzzle. Et aujourd'hui, le puzzle de ce qui se passe depuis le 22 février commence à prendre un peu plus de lumière. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un processus de reconcentration du régime en Algérie. À quoi on assiste? À la reconstitution d'un bloc unique, uniciste, qui c'est une reprise en main de l'institution militaire, du DRS, de la présidence de la République, la mainmise aussi sur les médias, donc de l'oligarchie et de la justice. On revient à la situation finalement des années 70 et 80, où le pouvoir était une espèce d'un pôle unique, où il y a un champ de force à l'intérieur de ce pôle unique, et tout le reste, ce sont que des périphéries, que des seconds coteaux,
qui ramène la décision, il la distribue, voilà, dans la société. Donc, quand ce constat, et c'est à ça qu'on remarque, une dernière information, c'est que ils ont enlevé aussi les fichiers de surveillance électronique, je crois, à la justice. Ils l'ont mis au MDN, ministère de la Défense nationale, pour les crimes électroniques. Donc ça montre à quel point les réseaux sociaux algériens les dérangent. Même ça, ça ne les a pas laissés insensibles. Reprise en main encore. Donc c'est une reconcentration de ce pouvoir. Alors, quand on voit la reconcentration de ce pouvoir en pôle unique, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on comprend finalement que ce pouvoir, quand il est en train de paniquer, parce qu'il sait que l'échéance de 9 juillet arrive, et que sa feuille de route initiale, depuis l'activation de l'article 102, passant par la conférence de Ben Salah, passant par les élections de 4 juillet... À laquelle il n'a même pas été. Il n'a pas été. Tout ça a été balayé par la pression populaire. Donc c'est la panique générale, c'est la panique à bord. Et je m'adresse à ceux qui croyaient que le Menjel, ils disaient que le Menjel allait purifier la scène politique et moraliser la vie politique. Aujourd'hui, ils violent la Constitution, ils ont violé le triptyque sacré en Algérie en s'attaquant à la mazérité. Ils violent les libertés individuelles ou collectives en empêchant les Algériens de manifester et prendre des femmes à cause d'une robe ou d'une couleur. Donc aujourd'hui, on assiste à quoi ? De la GSK. La maillot sportif de la GSK. Donc moi, cette histoire de drapeau, comme l'histoire de la polémique sur la langue française remplacée par la langue anglaise, comme l'histoire du dernier test au baccalauréat en arabe, on parlait de l'Euroba au sens incroyablement belliciste, montre à quel point ce régime... Maintenant, moi, ça c'est ma lecture. Il serait assez vraisemblablement que à partir du 9 juillet, ils vont proposer une feuille de route. Mais pour ça, ils ne vont pas reprendre l'erreur qu'ils ont faite avant, c'est-à-dire c'est de proposer une feuille de route grâce au 102, sans qu'il y ait une force sociale qui peut les soutenir. D'où l'idée de fabriquer El-Bed ici à Novembaria, c'est une partie, ce qu'on appelle El-Qawmiyin al-Muhafidin. C'est des nationalistes conservateurs, une partie, je ne dis pas tous. Et cette partie-là de Qawmiyin al-Muhafidin, ce serait la base sociale qui va cautionner demain la feuille de route du régime pour ensuite se retourner, contre ceux qui proposent une transition politique constituante pour dire, vous voyez, aujourd'hui, le peuple nous soutient, le peuple, clairement, il nous soutient, alors vous voulez ramener l'Algérie dans l'impasse, et c'est de là qu'il va justifier, peut-être éventuellement, quasiment une escalade autoritaire encore qu'on n'a pas encore vue. D'un mot, Hassan, parce que vraiment... Vraiment, c'est juste pour faire remarquer quand même une nouveauté. C'est la prise de position du Canada par l'intermédiaire de son ambassadrice à Alger, qui soutient le mouvement de la rue, le mouvement algérien, la lutte pacifique pour la démocratie, pour instaurer la démocratie. Et j'espère que les pays occidentaux qui se disent comment dire, défenseurs des droits de l'homme et de la souveraineté des peuples vont s'impliquer de la même manière. Vont s'impliquer exactement de la même manière. En tout cas, c'est très admirable et c'est à saluer. C'est très courageux. Ça ne ressemble pas à la diplomatie habituelle. Et je rappelle que c'était les premiers à refuser de vendre les armes à l'Arabie Saoudite suite à l'assassinat du journaliste Khashoggi. Voilà. Juste un dernier mot. Oui, et j'ai quelque chose une remarque à faire sur ce que vous venez de dire. Allez-y. Oui. Juste, c'est un appel en fait. Oui. Donc je pense qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Oui. Je rappelle juste à nos concitoyens de la diaspora qui sont dans la région parisienne qu'il y a une marche prévue pour ce dimanche. C'est une marche à l'occasion à la fois de soutenir le mouvement en Algérie et soutenir aussi cette dynamique de nos concitoyens courageux de sortir. Et envoyer un message fort. Et envoyer un message fort aussi à l'État français et mettre la pression. Pour lui dire... Oui. Attention à la complicité. Absolument. Le temps est compté aussi pour cette ambiguïté à soutenir un régime comme celui-là. Je rappelle que cette marche, elle va démarrer à République à 14h jusqu'à Nation à 14h. Donc, تبدأ la République, حتى Nation. على ساعتين تاع l'après-midi. Très bien, à 14h. Alors, juste quelque chose pour que les gens ne comprennent pas mal. Vous avez parlé de Euroba. Beaucoup d'Algériens se reconnaissent dans leur arabité. Les Berbères ont trop longtemps souffert de la négation, du déni, j'allais dire de l'oppression. On vous extirpe votre identité.
ne faut pas qu'il nous arrive ce qui arrive à Je suis l'enfant tout à- qui a été battu, qui voit papa se met à battre son enfant. Il y a dans ce pays, il y a dans ce pays une dimension arabe. Moi, je suis contre les gens qui disent non, il n'y a pas d'arabe dans ce pays, il n'y a que des berbères plus ou moins arabisés. Non, il parlait d'un texte. Oui, raciste oui, je qui a sais, été dans proposé le au bac. baccalauréat. Oui, oui, mais je voulais Voilà. dire ça Texte pour qu'il n'y ait Pas d'ambiguïté. d'ambiguïté. Et merci de le rappeler, si Jamal, Voilà. parce que moi, je vise aucunement la langue arabe qui est un patrimoine algérien, ni ceux qui se revendiquent Absolument. d'identité arabe. Cette appartenance Je parle de nos compatriotes parfaitement. berbères, arabes, arabo-berbères. C'est ça le Marhaba compromis Beskoul. historique. Moi, Andalou, turc, Turc, marhaba tout le monde, l'Algérie de demain. Franco-algérien. Ça sera. franco-algérien, absolument. Moi, je parle juste de ce Coran qui est là pour utiliser l'arabe et la prendre en otage aussi, Oui. pour précisément Absolument, exclure. absolument. Vous avez tout à fait raison. Je tenais juste Voilà. à signaler. Moi, je connais votre position, Merci, vos Jamal. attitudes. Je les connais. C'était pour préciser. Merci. C'est bon, on est L'identité, c'est obligé très de- simple, Alors, c'est juste 3 points. ouais, Juste alors, très, très, mais très rapide. vraiment, 30 secondes. C'est l'identité. On a il y a, débordé, oui. il y a l'identité instituée, c'est-à-dire celle qui est dans les textes qui a été rédigé par la Constitution. L'identité attribuée, c'est comment les autres nous voient. Et l'identité revendiquée. Et donc, chaque Algérien se J'espère que revendique nous- comme il veut. J'espère que, voilà, exactement. Nous sommes libres. Voilà. Nous sommes des hommes libres. L'identité revendiquée, Voilà. à respecter. Moi, je dirais, ils ont tué, ils ont torturé, ils n'ont eu que des ossements. Ils n'ont jamais eu le genou de l'Algérien par terre. Ce peuple ne lâchera Très- jamais. Très belle métaphore. Merci beaucoup. Merci Hassan Hirsch, merci Ali Boucherka, merci Nazim Zaidi, merci Adel Jabbar, merci Hassan Mouali. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Barakallahu fikum, qala khair, bislama. Et demain, pour les Algériens qui sont à Paris ou dans les environs, ou même qui vont faire le sacrifice de venir de très loin, demain, nous allons marcher. Nous allons marcher de Place de la République à Nation pour dire que nous sommes des Algériens à temps plein, que nous sommes des Algériens de façon entière, que nous sommes avec notre peuple et que nous resterons avec lui à ses côtés jusqu'à la libération. Barakallahu fikum. Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, Tamour Tazir. Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, Tahia al-Jazair. Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, Tamour Tazir. وجميعهم راهم يبدلوا ميساج باين قاع يروحوا هم يطولوا شعب قالوا هذا بلادو يا ويحيى زاير ماشي سوريا نفهم المرادية باه تولي شعبية يا بلادي 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 Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, Tahia al-Jazair. Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, Tamour Tazir. من على قالي تجمع الشعب والحكومة وقتاش يتصفى لحسن في بلادنا خرجة من الكوما ما حبيناش نشتغلوها والغيبوبة نتوما سبابة مع البال شدمنا لهم كي مرضونا ومرضوها خلو الدين استعقل وخلو ولا فنيان لا ما لقاش واش يصيد بعد ما كلا على الخرفان خلاو الشعب مرمي في الطريق ويمشي حفيان شوفوا غير من كرسي معليش يجيبوا تاع عريان تاريخنا طويل ما نوفي باجا غلط اللي قال ولفنا الكاجا ليبرتي اي ما في لالجيري ما فيارتي سيو سكتوني سيو سكتوني الحق راه في بلادي اي مورتالي افي مورتالي افي الحق راه في بلادي اي مورتالي افي مورتالي افي مورتالي افي Libérer l'Algérie